Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Acoustique, éboulement rocheux, souffle, syllabes, gestique, babillage, vallée glaciaire, autant de mots et d'indices que l'on retrouve dans Fond d'air, l'exposition personnelle de Camille Laubé à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne sous le commissariat de Nathalie Erginot. Originaire de Sallanches, en Haute-Savoie, l'artiste Camille Laubé s'intéresse aux mécanismes du corps, à l'interprétation du cerveau par les gestes et par le langage. Les expériences filmées de Camille Laubé dévoilent une forme de langue corporelle universelle et en même temps, elles mettent en lumière la singularité de chaque être humain. Les images, le son, l'ambiance, les jeux sur les volumes et l'espace plongent le visiteur dans une expérience déroutante. On se retrouve aujourd'hui à l'IAC en compagnie de l'artiste qui nous en dit plus sur son exposition Fond d'air. Fond d'air, c'est un terme qu'utilisent les preneurs de son en cinéma et partout. En fait, c'est le fond d'air, c'est le bruit du silence. Si je me tais, on va entendre plein de bruits dans le silence dans lequel on est actuellement, qui correspond à la fois à la résonance de l'espace, mais aussi à tous les bruits parasites. Donc ça peut être le vent, ça peut être le bruit d'une climatisation, ça peut être tous les bruits qui constituent l'ambiance sonore d'un espace. Et quand on monte en interview, par exemple, si je parle un peu trop et que tu veux couper ma voix, on va enregistrer le silence pour pouvoir couper sans sentir qu'on sort de cet espace. Donc on enregistre toujours des fonds d'air. Et c'est une notion qui a été assez présente dans mes vidéos, qui est arrivée avec la vidéo Faire la musique, où le fond d'air est très particulier parce que le lieu de tournage était le pilier d'un pont. Donc le fond d'air est constitué du bruit du torrent, des véhicules, des oiseaux autour de l'espace de tournage. Et dans le projet en haute montagne, ça a été un des axes de recherche assez importants d'aller enregistrer le bruit de la montagne et le bruit du silence en montagne. Et donc c'est ce qui m'a amené à donner ce titre à l'exposition. Mais aussi l'exposition, elle a été vraiment travaillée dans sa dimension acoustique. Comme je disais tout à l'heure, quand je fais des vidéos, je travaille en fait autant le son que la vidéo. Et dans les espaces de projection, là, j'ai très précisément choisi quel espace va résonner, quel espace va être plus feutré. Il y a même des sas acoustiques, des passages entre les œuvres qui sont traitées en laine de roche, recouverte coton gratté, un peu comme un studio d'enregistrement. Ce qui fait qu'on va ressentir des changements de qualité sonore selon les œuvres et ça va influencer le fond d'air de l'exposition. Comment est né ton intérêt pour le langage ? Tu nous en as un petit peu parlé là en début d'entretien et pour l'expression corporelle qui en est liée, puisque ça occupe une place très importante dans ton travail. Donc en fait, il y a cet axe, cette question de l'oralité où je l'ai presque pris comme un médium, en me disant ok, finalement la parole orale comme moyen d'enregistrement, reproduction, transmission du réel et de mes perceptions. Donc ça a été un peu exploré dans différents projets. Et après, résultat, vu que je me suis intéressée à l'oralité, je me suis intéressée à tout ce qu'il y avait aussi autour du verbal. Notamment, il y a eu un gros travail de recherche sur la question de la prosodie, qui est l'intonation, le débit et le rythme de la langue parlée. J'ai en fait découvert cette notion en faisant une œuvre vidéo en 2013 que j'ai appelée Prosodie, où j'avais demandé à 2 performeurs de transcrire en direct avec la bouche une bande sonore de cinéma qui sont les 12 premières minutes de Il était une fois dans l'Ouest. Donc ils ont plein de sons différents qui leur arrivent dans les oreilles. C'est vraiment une fameuse séquence pour son travail de bruit. Et la question c'était un peu comment on transcrit une perception en direct, comment avec tous ces bruits qui arrivent dans leurs oreilles, qu'est-ce qu'ils vont être capables d'en garder en le faisant passer directement par la voix. C'est un dispositif de performance que je vais réactiver dans différentes vidéos, dans différents travaux. Cette transcription directe, le fait qu'on est un peu comme un commentateur de match de foot. Commentateur, donc il y a cette question du commentaire en direct qui est aussi liée au langage et qui est une figure qui est présente depuis le début du travail. Et vu que tu commentes en direct, tu es dans un état un peu extrêmement concentré.
Il y a vraiment un frottement entre le réel et sa transcription en direct. Il y a un lâcher-prise, une non-maîtrise. On ne peut pas choisir comment on interprète quand on est en direct. Il faut être au plus près du défilement. Et c'est ce qui impose la manière de transcrire. Donc ça, c'est des formats, des figures que j'ai beaucoup travaillé. Et la question de la prosodie, en finançant cette pièce, j'étais en train de lire le livre d'Israël Rosenfield sur la mémoire, et dont un chapitre s'appelle La motricité du langage. Et dans ce chapitre, il explique que la prosodie, c'est la première chose qui fait sens pour les enfants. Avant de comprendre et formuler des mots, d'abord ils comprennent les variations sonores de la langue, et ils les écoutent, et ils les reproduisent et les expérimentent dans des babillages, dans des variations et des babillages intonatifs. Donc ça, c'est une notion qui m'a beaucoup intéressée et qui va lancer tout un travail sur le son de la langue, qui va aboutir aux œuvres qui sont dans l'expo. Majoliche, qui est une vidéo où on voit une soprano lyrique reproduire les premiers bruits de ma fille Alice. Et il y a d'ailleurs une autre pièce qui s'appelle Alice, qui est une partition murale, une retranscription écrite des syllabes imprécises de l'enfant. Donc voilà, c'est tout un travail qui a pris plusieurs années et que j'ai déplié dans différents projets. On vient juste d'entendre un extrait de Pacheux, la première œuvre de Camille Laubé où le paysage est présent. Dans ce film réalisé sur le massif du Mont Blanc, le langage des hommes se mêle à l'expression visuelle et sonore du paysage. On suit des guides de montagne et le glaciologue Ludovic Ravanel dans des instants d'observation et de réflexion. Camille, comment est-ce que ton travail de plasticienne t'a menée à la haute montagne ? La haute montagne est arrivée un peu par la rencontre, comme toujours. Donc moi, je suis née à Sallanches. Mon papa adoptif était guide de haute montagne à Saint-Gervais et pisteur au Grand Montais. Donc moi, la connaissance que j'ai de la haute montagne, je ne suis pas alpiniste. Il ne nous a jamais trop emmenés faire de l'alpinisme. J'ai fait un peu d'escalade enfant et surtout beaucoup de ski, parce qu'on ne payait pas le ski au Grand Montais et que c'était du très grand ski. Mais donc c'est quand même du ski dans des paysages, sur des glaciers. Donc c'est marrant parce que quand j'étais jeune aux Beaux-Arts et qu'on me disait oui, je comprends pas bien l'art, c'est pas beau, moi j'ai besoin de voir des trucs beaux. J'avais, avec ma petite voix d'étudiante, j'avais tendance à raconter oui, mais l'art qu'on fait maintenant, c'est pas un art pour faire des choses belles, c'est plutôt un art pour se poser des questions. Et pour moi, le rapport au beau, justement, c'est toute mon enfance, tous les mercredis, en descendant des Grands Montais, m'arrêter devant les blocs de glace du glacier d'Argentière, surtout sans sortir d'appareil photo, et être face au sublime de ces blocs de glace bleus qui ont l'air immobiles mais qui ont l'air vivants, et d'être dans un moment comme ça de plaisir absolu de regarder le paysage. Et je disais que justement, aux Beaux-Arts, surtout, mon travail, c'était pas ça. Mon travail, c'était d'essayer de questionner notre rapport à l'image, notre rapport à la langue, nos rapports, etc. Et donc, par contre, j'ai cette histoire liée par rapport à la montagne. En sortant des Beaux-Arts, j'ai bossé un peu en refuge à Trait-la-Tête. J'ai passé du temps dans les cuisines. Dans les cuisines, on parle. J'ai rencontré plein de guides. Et les guides, c'est des gens qui m'ont touchée, et ça faisait partie des gens, de ces rencontres où j'avais envie d'aller chercher plus loin et de lancer un projet. Mais en lançant ce projet, je me suis retrouvée donc à sortir du studio. Tout d'un coup, le nouveau lieu d'expérimentation a été le paysage de haute montagne. Ça m'intéresse tout d'un coup de plus être juste face à l'humain, sa perception et son oralité, mais un corps dans ce milieu complexe qu'est la haute montagne, et comment filmer un corps qui est dans de la glace, de la neige, de la roche, dans de la verticalité, dans du terrain instable, comment on va travailler ça. Et voilà, ça a ouvert tout un pan dont je pourrais parler longuement. Je m'embrouille un peu tellement il y a de pistes dans ce projet, mais de fil en aiguille, j'ai lancé la recherche. Je suis entrée dans le paysage par la question du son. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des œuvres sonores à l'explorer. Et les alpinistes, les gens qui font de la pente raide, disent qu'eux, ils dessinent des lignes sur la montagne, ils cherchent des nouveaux passages, des nouvelles possibilités d'explorer les montagnes sur lesquelles ils crapahutent. Et le projet Pacheux, donc Pacheux, c'est un mot de patois des Contamines Montjoie qui veut dire passage, cheminement, et aussi tout indice de passage, une griffure de crampon, une vire herbeuse, c'est un Pacheux. Et un peu comme les alpinistes tracent des lignes en explorant la montagne, moi je suis venue essayer d'expérimenter comment tracer des lignes de son. Donc j'ai vraiment pris le paysage de haute montagne comme un laboratoire d'expérimentation sonore, en cherchant des qualités de résonance et de silence d'une crevasse, d'un lac gelé, d'un pierrier,
d'une pente de neige et d'aller expérimenter des gestes autour d'un micro-binaural. Un micro-binaural, c'est une structure en forme de tête et à la place des oreilles, on place des microcapsules très sensibles, ce qui permet après, quand on met un casque, d'entendre la spatialisation des sons. Binaural, c'est ayant trait aux deux oreilles, et un enregistrement binaural, c'est ce qui est plus proche de la spatialisation de l'écoute humaine. Et donc on a joué comme ça à dessiner le paysage par le son. C'est ce qui m'a fait rentrer dans ce projet en montagne. Et en parallèle, j'ai travaillé sur la question des voix. Comment les gens qui habitent en haute montagne décrivent ce paysage qui, actuellement, comme chacun sait, à Chamonix, est en train de se modifier de manière extrêmement brutale. Donc comment le fait que le paysage se transforme brutalement avec le réchauffement climatique, comment ça influence et les pratiques des habitants et des professionnels de montagne et leur représentation de la montagne. Donc il y a eu tout un travail de recherche d'interviews qui ont donné des témoignages qui sont dans le film, notamment avec Ludo Ravanel. Et la dernière piste de recherche, c'était l'image, comment filmer la montagne plutôt par le geste, comment l'alpiniste il n'est pas dans un point de vue de loin sur un sommet, mais qu'il est physiquement impliqué dans le paysage. Il y a un rapport proprioceptif du mouvement, du toucher, des muscles au paysage, et comment essayer de rendre ça dans le film par l'image. Et après, en me retrouvant dans ce projet, j'étais là, ok, alors en fait maintenant je vais devoir filmer la montagne, mais comment moi, plasticienne, qu'est-ce que j'ai envie d'en filmer? Je suis un peu critique face au format d'image qui existe actuellement, même si j'ai plein de gens géniaux autour de moi qui utilisent ça, mais les films de sport extrême, ça suit souvent des codes qui sont liés au marketing et à l'image de publicité, des codes dont je me méfie parce qu'elles ont tendance à spectaculariser le réel, et la montagne, c'est pas juste trop cool et spectaculaire, c'est aussi dangereux, c'est aussi complexe. Et donc je me demandais, moi, en tant que plasticienne, comment j'allais travailler ça. Et un peu bêtement, j'ai une idée un peu idiote qui a été de baisser la caméra, de ne filmer aucune ligne d'horizon, aucun sommet. C'est assez particulier quand tu vas faire un tournage au bassin de Talefre et que tu es basé au refuge du Couvercle, que tu es face aux Grandes Jorasses, à la Dent du Géant, au Mont Blanc. Si tu filmes pas les sommets, tu es invité à finalement baisser la caméra, et donc on ne les voit pas, ces sommets mythiques. Mais d'enlever la ligne d'horizon et d'enlever le sommet, c'est finalement assez rigolo parce que notre œil, il est forcément attiré par le sommet. Donc si tu le filmes pas, et ben ton œil il va se mettre à voyager dans l'image et à circuler sur ces différents pans et plans, parce qu'on est vraiment dans des espaces vastes et complexes sur le désert de haute montagne. Et ça a été une recherche qui m'a vachement plu et qui se poursuit. Et alors il y a un truc qui est marrant, c'est que je pensais pas, souvent quand je finis un projet, j'ai l'impression que chaque projet, quand je fais un travail avec la jeune femme sourde ou avec la soprano lyrique ou avec les sportifs de haut niveau, j'ai l'impression d'avoir monté une expédition. Pas au pôle Nord, mais dans le babillage de l'enfant, la langue des signes ou la répétition mentale des sportifs, et que je reviens de mon voyage un peu triste parce que c'est fini et que je sais pas du tout quel est le prochain voyage. Et Pacheux, j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert un champ, et j'ai déjà l'idée du prochain film, il y a des fils que j'ai pas encore tirés, et j'ai envie de continuer à travailler sur ce territoire, et ça fait sens en plus puisque c'est un territoire où j'habite et que ça me plaît de continuer à l'explorer. Si vous allez à Lyon, vous pouvez visiter l'exposition Fond d'air à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne jusqu'au 28 mai. Le travail de Camille Lobé fait aussi l'objet d'une exposition personnelle à l'Angle, à La Roche-sur-Foron, jusqu'au 26 mai prochain. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'IAC Villeurbanne et sur le site de la MJC de La Roche-sur-Foron. Réécoutez cette chronique sur le site de Globule Radio, globule.chamonix.radio, rubrique podcast. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM.